bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Augustin, il est pas prêt, il vient de mettre son casque, ça y est. Pas prêt du tout. Ça va Augustin ? Très bien. Accompagné aussi de Manuel comme d'habitude. Salut. Les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui... On en a beaucoup parlé sur la toile mais on n'a encore jamais donné notre avis dessus. Sur la toile. Sur la toile. Oh, c'est vieux comme mot ça ! T'as vraiment dit ça ? Ah ouais, j'ai dit sur la toile. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, désolé. On dirait un vieux journaliste. Amazon, la mort du commerce. Mesdames, messieurs, bonsoir, il est 19h, nous allons parler d'un nouveau sujet. C'est vraiment ça, j'ai l'impression d'être dans une émission. À vous cognac G. À vous cognager. Manuel, Augustin, on est d'accord qu'on est tous les trois fans du service que propose Amazon aujourd'hui ? Fan, non. Non, d'accord, bah vous avez le droit de dire non. Oui. Consommateur ? Si, moi je suis fan. Ok, toi t'es fan, Manuel. Ouais, moi je suis fan du... Bah, en fait, c'est très simple. Amazon a décidé que ce qui comptait le plus dans le e-commerce, c'était le client et l'expérience du client. Et ils ont déployé à travers le temps tout ce qu'il faut pour satisfaire les clients. Donc moi, quand on s'occupe de moi en tant que client à ce niveau de service et de qualité relationnelle, bah ouais, je suis fan. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que je suis pas simplement client mais fan ? C'est que je prends du temps pour essayer d'expliquer et de convaincre des gens qu'ils auront un meilleur service client sur Amazon qu'ailleurs. Pas dans tous les cas et pas dans tous les produits, mais dans beaucoup de cas. Il va y avoir un gros débat, je pense, dans ce podcast, et c'est ce que je cherchais, parce que Augustin a des utilisations beaucoup plus old school, il aime beaucoup les commerces de proximité, t'achètes des vinyles, tu déniches des vinyles dans des toutes petites boutiques, il y en a aujourd'hui qui vont les chercher sur Internet aussi. J'achète des vinyles sur Amazon aussi, hein. Donc je suis multicanaux quand même, mais c'est ça qui va m'intéresser, et aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était d'imaginer un petit peu l'évolution d'Amazon, parce qu'aujourd'hui, elle est juste sensationnelle dans les 10 dernières années, quand tu vois ce qui a été fait sur Internet et ce qu'a apporté Amazon en si peu de temps, et aussi se mettre à la place parfois, parce qu'aujourd'hui Amazon c'est une plateforme d'échange, c'est pas un vendeur, même s'ils ont leur marque Amazon, c'est pas ce qui fait leur plus gros chiffre d'affaires à l'année, de se mettre à la place des marques qui vendent à travers Amazon et de voir aussi est-ce que la relation client fait tout, ou est-ce qu'au final, Manuel, derrière la relation client qui est, elle, exceptionnelle, est-ce qu'il y a un monde qui est beaucoup plus horrible, parce qu'on l'a vu avec tous les reportages sur Amazon, les conditions de travail, et là-dessus, tu t'en connais un rayon, parce que toi, aujourd'hui, t'accompagnes aussi des clients comme ça dans ton quotidien pour la stratégie. J'ai voulu faire une vanne, je me suis trop retenu, je suis désolé. C'était laquelle ? Vas-y. T'en connais un rayon par rapport au rayon des... Oh là là, Augustin, ok. Manuel, Oui. par rapport à la relation client, est-ce que la relation client fait qu'on peut mettre en péril la façon dont on fait travailler nos employés ? Est-ce que la façon dont les employés travaillent chez Amazon est si horrible que ça ? Et comment tu peux la comparer aujourd'hui avec les commerces qui sont autour de nous ou des distributeurs physiques ? Écoute, on va faire à l'emporte-pièce parce que ce truc m'énerve en plus. Je sais pas ce qui... finalement est le plus horrible. Est-ce que c'est les campagnes anti-Amazon avec l'intégralité des documentaires à charge de toute façon, dès qu'on voit Élise Lucet, c'est arrivé quelque part, on sait qu'elle a fait son idée avant de tourner et qu'elle va nous faire un truc à charge. Donc ça devient plus écoutable. Mais il y en a plein d'autres qui sont un peu comme ça. Ils ont décidé d'un angle en conférence de rédaction et ils vont tout faire pour raconter cette histoire. Sauf qu'on ne voit pas non plus de l'autre côté, des patrons de PME, de petits commerçants qui se comportent hyper mal avec leurs collaborateurs. Et voilà, moi, ce qui me plaît pas, c'est qu'on ne gère pas ses collaborateurs comme il faut, que ça soit chez Amazon ou ailleurs. Ça, je m'en fous, c'est pas la question. Et je trouve plutôt que Amazon a fait naître beaucoup d'innovations au profit de ses collaborateurs, justement parce qu'ils sont conscients qu'ils sont un gros distributeur avec un travail pénible et répétitif. On peut parler de la robotisation dans la supply chain, dans la distribution. On peut parler des assistances mécaniques, des premiers... Je vais dire exosquelettes, c'est pas vraiment des exosquelettes, tu le sais bien. Mais en tout cas de l'assistance mécanique pour soulever des charges élevées, etc., etc. Enfin, Amazon a apporté une quantité d'innovation sur ce métier-là qui est absolument astronomique. Et d'ailleurs, tu as plein de distributeurs qui regardent ce que fait Amazon en se disant putain, ils ont vachement innové pour les collaborateurs. En fait, ce que je n'aime pas, c'est le point de vue extrémiste qui est de dire Amazon est une compagnie
qui est devenue globale, qui est américaine et qui est en train de devenir de plus en plus puissante. Donc, il y a forcément quelque part un secret bien gardé qui va pas, on exploite bien le truc. Et là, on va arriver sur les théories du complot et autres. Et ça m'exaspère parce que c'est des raisonnements qui ne sont pas intellectuellement intègres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi Amazon est devenu un distributeur aussi puissant à travers le monde. Pourquoi Amazon est un des distributeurs préférés des Français, et il y a plein de panels qui le montrent et de classements qui le montrent face à tous les autres distributeurs, qu'ils soient online ou pas. Et ça, c'est vachement intéressant. Et ce qui est à noter dans cette histoire, c'est que c'est une boîte qui a l'obsession du client. Jeff Bezos, depuis le début, d'ailleurs, petite anecdote. Ah, j'en ai après, donc j'espère qu'on va pas faire spoiler mes anecdotes. Ah, c'est vrai? T'as des anecdotes après? Non, mais vas-y. Écoute, petite anecdote, pour créer une culture de la distribution, il a dit, écoutez, chaque centime compte. Donc, on ne peut pas dépenser l'argent n'importe comment chez Amazon. Donc, quand il a installé les premiers bureaux d'Amazon, il trouvait... les portes, c'est ça? Exactement. Il trouvait que... il se venge parce que dans un épisode précédent, j'avais trouvé les portes recyclables. Si vous ne suivez pas encore le podcast, on vous invite évidemment à vous abonner maintenant. Vous pouvez recevoir dès la sortie d'un podcast les notifications. Donc il trouvait que les bureaux coûtaient trop cher, des bureaux pour bosser quoi. Et donc il a dit à ses employés, c'est très simple, vous achetez 2 tréteaux et une porte, parce qu'une porte ça coûte pas cher, ça coûte vachement moins cher qu'un bureau, et au final le setup complet nous coûte beaucoup moins cher. Et ça a créé un état d'esprit dans la boîte qui est de dire les moyens, l'argent doivent tourner vers le client. Et chaque euro compte. Donc quand on peut être mieux placé sur un prix, quand on peut le délivrer plus vite, oui, mais tout ça, après, il est vu du coup comme un président rade, c'est ce que disent du coup beaucoup de commentaires. Ouais, mais il est vu aussi comme un président qui ne se considère jamais arrivé nulle part. Il a fait un discours l'année dernière à l'ensemble de ses collaborateurs, streamé partout dans le monde à l'ensemble des collaborateurs Amazon, et il disait... Au jour 1 de Amazon, on était organisé comme ça. Au jour 1 de Amazon, on n'avait pas de budget comme ça. Blablabli, blablabla. Et il refaisait l'histoire de la boîte. Et la fin de son discours, c'était « We are still on day one ». Nous sommes exactement comme au premier jour de la boîte. Bon. Rien n'a changé. Alors que c'est une boîte hyper puissante bien aujourd'hui. Sûr. Et en fait, cet état d'esprit-là, il est assez fascinant. Parce qu'il est entièrement tourné vers l'expérience client, vers le client, etc. Regarde ce qu'ils ont apporté au e-commerce. Ils l'ont apporté. Maintenant, ils détruisent indirectement, ou alors ils changent. À toi de voir ça comme tu veux. Mais tout le process, vu qu'Amazon n'est qu'une plateforme, toutes les marques et les sociétés qui vendent à travers Amazon, elles, pour le coup, elles sont tout l'inverse du client. Aujourd'hui, Amazon s'en bat clairement les reins de savoir si tu as des produits en stock, si le mec il a vraiment pété le produit ou pas, du moment où ils peuvent rembourser le client. J'ai eu quand même quelques échos avec... Tu parles des marchands par affiliation dans l'écosystème Amazon. Oui et non, aujourd'hui tu vas... Enfin oui, mais... Juste des marchands tout court. Ouais, des marchands tout court. Si tu vends un produit, par exemple un casque audio sur Amazon, que le gars le renvoie, il n'a pas besoin de dire pourquoi il le renvoie, qu'est-ce qui marche pas sur le casque, etc. Il est instantanément remboursé. Et c'est Amazon s'en fout. Le marchand qui trinque. Et c'est le marchand qui prend dans la gueule, alors que le marchand, s'il faut, il a développé son produit, il a mis beaucoup d'argent en jeu. Ça, c'est un état d'esprit que je n'arrive pas à comprendre. C'est exactement comme un mec qui rentre sur un terrain de basket et qui dit moi j'ai décidé que derrière la ligne des 3 points, c'est plus 3 points, c'est 4. En fait, tu rentres dans des règles. À un moment, ce que dit Manuel souvent, c'est que tu as choisi de rentrer dans ces règles, du coup tu les acceptes. Si t'es pas d'accord, tu en sors. Voilà. Mais oui, mais si du coup, ils sont pas les règles, tu joues pas. Mais oui, mais c'est facile. Comment ça, c'est facile? Ils ont la guillotine au-dessus de la tête. S'ils vendent pas via Amazon, ils perdent énormément. C'est pas vrai. Les stats de ces marchands sont ahurissantes. La majorité de ces gens-là n'avaient aucune activité avant. Aucune activité de e-commerce n'existait pas en digital, etc. Leur présence online est permise par Amazon. Et puis, si ça leur convient pas, il leur reste plein d'autres possibilités. Il leur reste la possibilité de créer leur propre site, de créer leur propre marque, etc. etc. Okay, je comprends. Sauf que c'est bien pratique d'avoir Amazon. Pourquoi ? Parce que l'infrastructure technologique, elle est là. La livraison. La supply chain, tout le circuit logistique, il est là. Aussi, le SAV, il est là. Il y a tout un tas d'outils et d'instruments qui leur sont livrés gratuitement. Qui n'ont pas besoin de développer. S'ils voulaient développer des infrastructures e-commerce de ce niveau-là, ça se compte en millions de dollars, l'investissement. Or, on leur permet d'exister dans cet écosystème qui, certes, a des règles,
Et voilà. Donc, moi, je considère que quand tu joues dans des règles, tu acceptes les règles. Si les règles te vont plus, tu dois avoir l'honnêteté de t'affranchir de ces règles-là et de faire les efforts qu'il faut pour t'affranchir de ces règles-là, ou de changer de business, ou de changer de positionnement. Et pour toi, du coup, Augustin, alors, là-dessus, pour en revenir à la question de base, est-ce que le fait que Amazon soit vraiment un mastodonte aujourd'hui dans la vente, est-ce que tu penses que ça va faire mourir tous les petits commerces qui sont autour de toi et que tu consommes encore aujourd'hui? Moi, je pense que Amazon ne remplacera jamais, alors moi je vais prendre l'exemple de la librairie, remplacera jamais le coût de la librairie où tu rentres, tu dis je lis plutôt ça, je lis plutôt du roman noir, j'aime tel auteur, qu'est-ce que tu me conseilles, est-ce que c'est bien, est-ce que tu l'as lu, est-ce que c'est cool? Mais est-ce que c'est pas les dernières générations? Non, on va me répondre, il y a les commentaires, etc. Mais tu penses vraiment que ça vaut jamais le conseil du petit commerçant. Tu penses vraiment que mes enfants en auront quelque chose à faire de la vie du petit commerçant, Manuel? Là-dessus, je pense que mes enfants, ils vont naître avec limite un écran programmé dans l'œil droit. Non, peut-être pas quand même. On n'en est pas loin, honnêtement, vu ce qu'on fait en biohacking et autres, on n'en est vraiment pas loin quand tu vois vraiment ce qui se développe avec l'humain et les technologies. Mais sans aller jusque-là, moi j'ai une librairie que je fréquente depuis plus de 10 ans à Paris, d'accord, qui est dans la rue de Rivoli. Qui a une spécialité que j'aime bien. J'y vais parce qu'ils ont des ouvrages qui sont assez difficiles à trouver, notamment sur l'art contemporain, etc. Il n'empêche que chaque fois que j'y vais, c'est toujours les 2-3 mêmes vendeurs qui sont là, et c'est toujours les mêmes qui me disent pas bonjour. C'est toujours les mêmes qui, au bout de 10 ans, ne connaissent toujours pas mes goûts. Etc. Je suis désolé, je préfère fréquenter l'algorithmie de l'intelligence artificielle qu'un humain mal léché. Par contre, je préfère un humain qui fait bien son boulot que un robot qui me le fait de façon un peu insipide et sans âme. Mais je suis désolé, je peux pas arriver en tant que client habituel, fidèle, etc. et être traité aussi mal. Il y a tellement... Je sais que c'est un discours qui n'est pas populaire. Je sais que c'est un discours qui va m'attirer les foudres de certains. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui se sont reposés sur leurs acquis. Combien font l'effort de prendre les emails des clients? Combien font l'effort de les inviter à des soirées pour les lancements de certains bouquins? Contre-exemple, il y en a toujours, mais... Il y a des commerçants qui sont restés bons commerçants et qui ont su, à leur façon, même si c'est pas ultra innovant, utiliser ces technologies disponibles pour mettre du lien, mettre ce qui est un acte social, un acte de commerce avec l'envie, et transmettre de l'envie. Et cela, on doit les détecter et on doit essayer de les préférer quand c'est possible. Mais à contrario, il y a tellement de commerçants qui ont dit ces 15 dernières années, Internet marchera jamais, le e-commerce ça marchera jamais, et puis vous comprenez bien, ici on est en France, on a le prix unique du livre, donc on va tout faire pour qu'on ne vende pas de livres sur Internet, c'est pas possible. Et puis voilà, c'est Schumpeter, l'innovation dévore tout sur ton passage. Donc à un moment, quand tu finis par hypothéquer ton avenir, on peut pas écarter tous les suicidaires de toutes les fenêtres, c'est pas possible. Non, toi, Augustin, tu as justement des boutiques que tu peux pas remplacer aujourd'hui. La librairie, le petit, quand tu vas chercher des vinyles, c'est quand même cool que quand tu as un mec qui connaît et qui va te le chercher au fond du magasin parce qu'il sait tel groupe, tu veux tel enregistrement, etc. Et par exemple mon caviste, alors c'est débile, mais j'aime bien de temps en temps aller chercher une belle bouteille de vin, un petit prosecco, etc. C'est très parigo comme expression, mais lui il a le lien social, c'est un jeune, il a le mail, ils font des dégustations, t'es invité. Il t'appelle quand tu es dans des nouveaux trucs en stock. Là, tu as un vrai lien. Moi, je pense que tout ce que tu me dis là, Augustin, ça me fait dire une chose. Manuel, tu me dis si tu es d'accord. Après, j'ai un autre truc. Je vais rentrer dans un débat après. Avec plaisir. Amazon, en fait, ne tuera personne. Ils vont simplement, pour moi, montrer l'exemple à d'autres qui peuvent le faire d'un niveau national, territoire ou même d'un quartier. Ah oui, un quartier. Mais au final, ils tuent personne. Ce qui fait qu'Amazon tue des commerçants, c'est parce que les gens n'avaient pas l'habitude que ça puisse être mieux que chez le commerçant du coin. Ils n'avaient pas l'exemple avant Internet qu'il y avait mieux ailleurs, puisqu'il n'y avait que le commerçant du coin auquel ils pouvaient aller. Et t'es pas d'accord avec ça ? Si, je suis d'accord avec ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une catégorie de gens qui n'avaient plus l'habitude de la concurrence. Ça s'appelle la concurrence. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as un mec qui a jeté un regard sur la distribution, sur une industrie globale qui s'appelle la distribution et qui a dit « là, on peut faire mieux ».
On peut faire mieux, on peut faire plus efficace, on peut faire plus cool pour les clients, etc. Et il y a plein de gens qui se contentaient de ce statu quo-là, qui était de dire bon, finalement, on distribuera toujours les produits de cette façon et ça ne va pas bouger, et qui ne faisaient plus d'efforts d'innovation. Là où ça devient plus contestable, là où je veux bien qu'on ait un débat, c'est de se dire est-ce que cette concurrence est saine et juste ? Et c'est là où est le débat sur... C'est quoi, concurrence pure et parfaite en market, ça ? Exactement. Ouais. Bravo pour Merci à tous. l'héritage des écoles de commerce. Tu auras payé pour quelque chose, tu vois. Donc là où le débat est intéressant, c'est de se dire, ouais, est-ce que fiscalement ils sont traités comme les autres ? C'est vrai. Ah oui, parce Est-ce que qu'ils ça, on va avoir le cotisent débat partout comme dans les retours, autres. hein. Et parce que finalement, le débat, il est là-dedans. C'est de se dire, finalement, on est dans la course, Ils ont mais les mêmes pas cartes. avec, Bah pas oui, avec les mêmes armes. chevaux, ouais, c'est Voilà. ça. Et ce qui est terrible pour les commerçants, c'est que oui, les armes ne sont pas les mêmes, mais la réalité, c'est que cette question, elle ne se soldera qu'à l'échelle globale, à l'échelle européenne, à minima. Mm. Tant que l'Europe ne se met pas d'accord sur une fiscalité globale, etc. Et on le voit bien, la France a dégainé en disant bah, nous, on veut sanctionner les GAFA qui ne cotisent pas comme les autres dans notre pays, etc. Et elle a eu vachement de mal à faire en sorte que d'autres pays la suivent. Ce qui est intéressant, côté positif, c'est que la France a été un ouvreur de voie et que maintenant le débat s'installe à l'échelle européenne et qu'il va falloir que l'Europe statue sur cette question. Mais il faut avoir cette intégrité que de dire ça ne se réglera pas à l'échelle nationale. Donc aller voir un petit commerçant en lui disant Amazon ils sont très très méchants, nanana, et on va faire des choses pour vous aider, ça c'est du clientélisme de politique de quartier, ça m'insupporte. T'avais un autre débat toi, Ouais, je Augustin reviens sur le débat sur le service client. Il y a un truc qui me fait moi halluciner. Alors je sais pas si je suis seul, qui me fait halluciner aujourd'hui. Alors il y a beaucoup ça. Je sais pas si on citera la marque, mais on va le dire hein, chez Franprix. C'est que aujourd'hui tu fais tes courses, tu dois faire la caisse toi-même, donc tu dois passer tes objets, tu dois rentrer, tu dois faire ton sac toi-même. T'es quand même dans un service de distribution où tu dois bosser pour eux. Moi, alors. Je sais pas vous, mais moi ça me fait halluciner. Ah non, moi ça me simplifie la vie, je garde mes Je AirPods, comprends. je continue de parler à la personne que j'ai au mais téléphone, c'est je sûr. peux continuer de travailler, Mais- je suis pas impoli avec la caissière à Non. qui je n'avais pas pu prendre le temps de lui parler en fait gentiment parce que je suis déjà en train de parler à quelqu'un, donc quand j'en ai envie, ça me fait plaisir que d'avoir une machine simplement avec des trucs à scanner. Sauf que imagine là, et surtout moi dans le Franprix dans lequel je vais, il y a jamais personne en caisse. Il y a toujours ces caisses là. La pauvre dame qui est toute seule, qui voit personne de sa journée, qui était contente de voir quelqu'un à la caisse. Enfin, moi je trouve ça triste. Après, c'est ma vision du truc, mais c'est un. Là, c'est je un pense nouveau qu'on mode- part, on je pense qu'on part dans un autre débat. On part dans un autre débat et on pourra en parler. C'est la relation client qui change Ah ouais. au fur et à mesure. C'est la question du lien social. C'est exactement ça. C'est ce que je revenais là tout à Bien l'heure. sûr. C'est-à-dire que eux se transforment de cette façon-là, mais c'est encore plus triste. J'aurais une grosse anecdote avant de clôturer ce podcast, Il y a mais ma avant chronique ça, avant, quand même, justement, ouais. c'est pour ça. Ah. Avant la grosse anecdote que je veux vous expliquer à la fin de ce podcast-là, je lance tout de suite le jingle pour la chronique d'Augustin. Appelez-le avec moi, les enfants. Augustin. Du coup, aujourd'hui, on va faire des petites anecdotes sur un peu Amazon, Jeff Bezos. Cool, et un c'est peu, parti. Première anecdote, été 2000. En 2000, il y a quelque chose qui sort comme bouquin, très attendu, parce que le 3 est sorti assez longtemps avant. Harry Potter, Harry Potter, effectivement. trop fort. Et du coup, que fait Amazon ? Parce qu'à l'époque, ils distribuaient exclusivement quasiment des bouquins. Ils se disent, on va le vendre avec un rabais de 40% et on va perdre de l'argent dessus. Et en fait, ils vendent 225 000 exemplaires, ils perdent de l'argent sur tous, mais le succès est genre énorme et dans la presse, tout le monde parle d'eux. Et Ah là, ouais, ils ont gagné des clients. Et ouais. C'est Bah, ça qui est ils ont fou. eu une campagne de presse gratuite et ils ont fait 700 de la- articles de presse. voilà. Oh. Et ils font de l'acquisition client, c'est-à-dire que pour ces gens-là, Amazon est moins cher. Bah On oui. t'a programmé Bah pour oui. te dire Amazon C'est est moins cher. fabuleux. Oh, Et tu j'adore reçois le produit marketing. très vite. Et en Incroyable. plus, tu reçois le produit à sa sortie. Tu vois, il n'y a pas de délai. Ils ont dû soigner certainement les livraisons, C'est ça, etc. exactement. Ça s'appelle l'acquisition client. Deuxième chronique. Deuxième, donc c'est pas du tout chronologique, hein, mais c'était totalement voulu. Alors, au tout début d'Amazon, ils étaient donc dans un genre de garage, vraiment tout petit, comme tout le monde à l'époque. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une commande, ils avaient installé une sonnette Mais non. à chaque commande. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Jeff Bezos, il allait tout de suite voir qu'est-ce que c'était, parce qu'au début, c'était que ses potes et sa famille qui commandaient. Ils disaient « Ah, est-ce que je le connais ?» C'est génial. Et c'était ça au début. Trop beau. Et ils ont très vite arrêté la sonnette, parce qu'à mon avis, ça devait devenir... assez-
Après, il y a un autre, on n'en a pas parlé, mais on parlait de tout à l'heure, pas sa radinerie, mais le fait qu'on est au dollar près. Il y a un autre truc aussi qui l'a beaucoup inspiré. Alors, c'est un bouquin qui s'appelle The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen, qui est en fait un bouquin qui t'explique que beaucoup d'entreprises ont coulé parce qu'elles refusent d'aborder un nouveau marché qui arrive. Tu vois, typiquement, IBM qui n'a pas voulu faire d'ordi portable, ou encore Kodak qui était là avec sa pellicule, qui était là, je fais la pellicule, et qui n'a pas voulu passer au numérique. Pire, Kodak a inventé Ah oui, le c'est numérique. Ça. C'est pire, oui. Et a dit au mec qui est venu avec le numérique, il a dit ton truc marchera jamais, voilà. fous-nous la paix, retourne dans ton laboratoire. C'est encore pire. C'est encore pire. Horrible. Amazon qui a quand même plus ou moins lancé le livre numérique Kindle là, et ben en fait lui il a dit à ses équipes et aux chefs d'équipe, ton job consiste à tuer ton propre business. Je veux que tu agisses comme si ton but était de mettre en faillite tous ceux qui vendent des livres physiques, Amazon compris. Incroyable, ok. Voilà. Même raisonnement chez Apple, quand au moment de la sortie des iPhones, il y a un énorme débat pour dire est-ce qu'il doit y avoir la fonction musique dans les iPhones parce qu'on va tuer les iPods. Ben oui. Et Steve de répondre il n'y aura jamais meilleur concurrent que nous-mêmes. Ok. Dernière anecdote, alors j'ai découvert ça du coup en bossant un peu le sujet, il a eu un projet fou, il a voulu construire une horloge capable de fonctionner pendant 10 000 ans, 60 mètres de haut, et en investissement c'est 42 millions de dollars. En fait, C'est quoi ce projet? vous tapez horloge Jeff Bezos, il y a une vidéo sur son Twitter, c'est incroyable. Ok. Et en fait, pour entamer l'assemblage, ils ont créé un puits de béton de 150 mètres de haut. C'est une horloge dont la petite aiguille avance tous les ans, tous les 10 ans, etc. C'est une vraie horloge qui sera là dans 10 000 ans, en fait. Incroyable, ok. Bon, Voilà. on Regardez suivra le projet, c'est vraiment intéressant. C'est trop long pour tout expliquer, mais c'est assez fou. Et voilà, c'est un de ces projets. 40 millions de dollars quand même pour une horloge. Pour une horloge. Hein. Merci Augustin pour ces anecdotes. De rien. Avant de clôturer ce podcast, je reviens juste sur une expérience qui va vous montrer en fait que peu importe Amazon, les commerces en ligne ou autres, pour moi ça ne tue pas les commerces physiques. Il y a une année où je venais d'acheter un gros appareil photo, le 1DX Mark II, et j'avais besoin en fait des cartes d'enregistrement, mais qui sont pas des cartes SD, c'est des grosses compact flash, des C-Fast, ce qu'on appelle dans le milieu professionnel. Ah oui, c'est très... Combien la carte? À peu près 250-300 € minimum, la carte C-Fast, voilà, c'est assez cher. J'appelle un magasin qui est physique à Paris, qui est TRM. C'est un magasin vraiment professionnel dans l'audiovisuel. Je les appelle et on a une conversation avec la personne pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, le gars me dit « Alors voilà, vous devez utiliser ça. Alors avec cet appareil-là, ça fonctionne comme ça. Dans les menus, vous pouvez la paramétrer comme ça. » Je ne pouvais pas aller sur Amazon ou autre part. Je ne savais pas quoi acheter. Je ne savais pas ce que je devais utiliser. J'avais pas le temps. J'avais pas voulu prendre le temps de regarder des tutos YouTube ou autre pour bien comprendre. Je partais le lendemain déjà en voyage et je venais de recevoir mon appareil un peu en retard. Après ces 20 minutes de call, le gars de chez TRM m'a dit « Bon ben voilà, vous avez besoin d'autre chose ?» Et je lui dis, oui, du coup, pour les acheter. Ah oui, on en vend. Et en fait, le mec, ça faisait 20 minutes qu'il était avec moi au téléphone, juste pour m'apprendre des choses, pour qu'il puisse m'éduquer, sans penser une seule seconde à me faire une facture qui s'est élevée à 980 € pour 4 cartes. Et le gars me l'a livré dans l'après-midi, parce que la boutique était pas loin de là où je partais le lendemain, du coup, à l'aéroport de Charles de Gaulle, donc on a pu se faire livrer très vite. Et ça, pour moi, ça sera jamais remplaçable. Parce que dans certaines situations comme ça, c'est là où tu vois un business qui est construit sur la relation client, comme tu le disais, et c'est là où Amazon a mis tout son fric, c'est sur cette relation et sur le fait que le client soit toujours satisfait. Mais il y a une relation que je pourrais jamais avoir avec un ordinateur, c'est des discussions comme ça, comparées à la Fnac, qui est la même boutique, qu'on peut prendre concurrent. Ils sont tous les deux sur Paris, TRM et Fnac. Et chez Fnac, je suis allé pour demander le prix d'un appareil photo, c'était 2 fois plus cher que les autres. Il n'y avait même pas de pack, il n'y avait aucune remise, alors que ça fait 10 ans que je suis client chez eux. Et une fois, ils m'ont oublié 50 points là sur la carte fidélité, ils me les ont jamais donnés parce que j'avais 20 jours de retard. Ouais. Et quand je vois tout ça, d'accord. et quand je vois tout ça, je me dis, en fait, ils prennent pour excuse que Amazon va les tuer, mais ils se tuent tout seuls. Ils se tuent vraiment tout seuls. Et pour moi, je voulais juste finir ce podcast sur cette anecdote parce que ça vous montre que quand t'es bon, t'as toujours des clients, t'as toujours un marché à conquérir. Qu'il y ait plus gros que toi, c'est une chose, mais qui est meilleur que toi, c'en est une autre. Mais si tu es aussi bon, ou si tu essaies de performer en tout cas du mieux que tu peux, tu pourras toujours conquérir des clients, réussir ton business ou ta société. Oui, ça te fait réagir, Manuel ? Ouais, en fait, parce que je savais pas que tu allais dire ça, mais ça explique pourquoi Amazon a acheté une boîte qui s'appelle Zappos, qui est pas très très connue ici en Europe. Zappos, c'est un e-commerçant de chaussures. Et ils ne vendent que des chaussures.
ils sont essentiellement aux États-Unis. Et en fait, Amazon a décidé de les racheter. Alors quand tu es Amazon, tu dis c'est quand même plus facile de lancer finalement tes produits toi-même et de les vendre. Tu n'as pas besoin de grand-chose parce que tu es déjà Amazon. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils ont acheté. Leur système de distri. Non, ce qu'ils ont acheté, c'est leur culture client. Zappos avait une culture de la relation client très très forte. Quand tu vends des chaussures, tu as quand même beaucoup de retours et beaucoup d'emmerdes entre les pointures, etc. etc. Enfin, c'est quand même pas facile. Ils ont acheté le fait que chez Zappos, il n'y avait pas de limite de temps aux conversations clients au téléphone. Incroyable. Ils ont acheté Zappos parce que les mecs ont été les premiers, et c'était il y a longtemps, hein, à dire mais vous hésitez entre ces trois-là dans votre panier, je vois que vous ne faites pas le check-out de votre panier, je vous appelle proactivement pour dire je vous envoie les trois et on repasse dans 2 jours et vous nous donnerez celle que vous voulez pas, incroyable, etc., etc. J'applaudis moi. Et ils ont mis au point tous ces systèmes-là. Et en fait, Amazon les a rachetés pour la culture customer-centric. Et ensuite, maintenant, Zappos vit sa vie à l'intérieur du groupe Amazon, mais ils ont importé toute cette culture du client au sein d'Amazon. Ça a donné lieu à plein de trucs. Moi, il y a un truc qui me fascine sur Amazon, faites-le si vous ne l'avez jamais fait, c'est la demande de callback. Tu as un produit dans ton caddie, tu as besoin d'une info complémentaire, ce qui est proche de l'expérience que tu décris là, tu as besoin d'un conseil ou je ne sais quoi, tu demandes à être rappelé. Donc, tu appuies sur le callback. Ouais. Tu peux dire je veux être appelé instantanément ou à un horaire précis parce que tu es au taf et que tu veux pas parler du barbecue au milieu de l'open space. Mais si tu dis instantanément, mais ton téléphone sonne instantanément. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. C'est bluffant. Moi, je l'ai fait à 22h30 pour parler d'un iRobot, les aspirateurs à la con, là, automatisés. Le mec m'a rappelé instantanément à 22h30, m'a dit je vois que vous avez ce modèle dans votre caddie, je vois que vous l'avez vraisemblablement comparé à celui-là et celui-là. Moi, d'après ce que je sais, il est meilleur pour ces raisons, il est moins bon pour ces raisons. Et on a eu une vraie conversation, le tout à 22h30, et je venais d'appuyer 1 seconde et demie avant sur un bouton callback. La mort des youtubeurs, la mort des vidéos review sur YouTube. Mais merci, c'est cool d'avoir partagé cette anecdote, faites-le. Et puis faites-nous comme d'habitude à chaque podcast votre retour d'expérience sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Vous pouvez notifier Manuel Diaz, vous pouvez notifier Augustin, ainsi que moi, évidemment. Et puis laisser un avis sur ce podcast après vous être abonné, comme je vous l'ai dit au tout début de celui-ci. Merci messieurs pour ces échanges. Merci. À très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.